Encore une fois, aujourd'hui, beaucoup de gens inscrits, donc ce qui montre tout l'intérêt de la démarche proactive et participative qu'on essaie d'instaurer au niveau de la RES. Donc, effectivement, c'est un dialogue permanent qui nourrira les réflexions futures. Alors, aujourd'hui, on a un webinaire de présentation sur les formations manuelles, techniques, technologiques et numériques, tout un programme. Alors, c'est vrai que je suis l'un des plus vieux de l'équipe, donc moi, à l'époque, on avait des cours d'informatique ou des cours où on nous enseignait la logique, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est une très bonne chose quand on voit l'évolution de la société. Aujourd'hui, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus large puisque le numérique, la technologie, la technique font partie de la vie quotidienne et sont évidemment un élément fondamental à enseigner et à expliciter. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les programmes, c'est une matière à part entière et c'est très bien ainsi. Donc, personne ne peut le nier, le digital transforme notre société en profondeur depuis de nombreuses années déjà. Le monde du travail et de l'enseignement doivent donc intégrer cette révolution numérique parce que sans elle, forcément, on est en décrochage. Et donc aujourd'hui, on doit mesurer tous les codes et bien les comprendre. Dans le cadre d'ailleurs du pacte d'excellence pour l'enseignement, l'éducation numérique prend une place officielle puisqu'elle se retrouve désormais détaillée dans un référentiel de formation manuel, technique, technologique et numérique, qui est le but de notre échange aujourd'hui. La formation au numérique se fera donc en partie du programme scolaire obligatoire à partir de la 3e primaire et au minimum, donc, et ira jusqu'au tronc commun, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, il y a un cursus sur la longueur, ce qui permettra évidemment de former au mieux nos élèves. La construction de cette culture commune est un élément essentiel d'intégration qui permettra à nos élèves de s'affirmer comme citoyens responsables et outillés pour participer à la société de demain. Tout au long du cursus, donc, l'élève sera progressivement informé de la palette des métiers en lien avec le monde digital. La formation a pour but de les amener à s'interroger, porter un regard critique, une réflexion éthique sur les usages et l'évolution des outils, des techniques, de la technologie et du numérique. Et c'est quand on voit les dérapages de certains dans le monde politique, c'est essentiel de bien en comprendre les rouages dès le plus jeune âge. Et donc, ça favorisera évidemment l'éducation et la formation à des citoyens responsables et critiques par rapport au monde qui les entoure. L'informatique ne se résume évidemment pas à la maîtrise d'un traitement de texte comme ça a pu être le cas à une époque, d'un tableur ou d'un moteur de recherche. Aujourd'hui, il est capital pour l'étudiant et l'enfant d'aller beaucoup plus loin et donc de mesurer tous les paramètres que ça intègre au niveau du numérique et des consommateurs que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est une réelle opportunité pour les élèves d'observer, d'expérimenter, de découvrir et de questionner individuellement ou collectivement et de poser des gestes techniques et de développer leur créativité. Et donc voilà, sans plus attendre, après avoir donné ces quelques mots d'introduction, je recède la parole à Xavier, à son équipe, et je vous souhaite déjà un excellent webinaire. Merci à vous. Eh bien, la cellule d'appui à la réforme de la formation initiale, à la mise en œuvre de la formation initiale des enseignants est ravie de vous accueillir ici pour déjà ce 4e webinaire autour d'un référentiel de compétences après le premier webinaire de présentation générale. Et donc, au sein de la cellule d'appui, vous voyez effectivement ici Sabrina Piccini et Cathy Botson qui sont à la manœuvre ici et qui géreront les questions et bien d'autres choses. Donc ici, le rôle de la cellule d'appui est pleinement joué, pleinement investi dans un rôle d'interface, de facilitateur de liens entre des acteurs qui sont directement ou indirectement liés à la réforme de la formation initiale des enseignants. Dans ce cas-ci, c'est l'enseignement obligatoire et le pacte pour un enseignement d'excellence avec le tronc commun et ces référentiels qui sont la pierre angulaire du pacte pour un enseignement d'excellence, donc ils sont essentiels. Et donc, c'est pour ça qu'on a la raison du succès de nos webinaires est évidente. On voit 100 participants ici et 170 se sont inscrits. Donc, c'est toujours la moyenne qu'on a depuis les 5 webinaires et les 5 suivants. On ne doute pas que ce sera le même succès. Donc, effectivement, c'est un élément essentiel qui est essentiel pour vous informer, les acteurs de l'enseignement supérieur, donc haute école, ESA et université. L'objectif de cette rencontre, cette réunion, n'est pas
de proposer des changements, des modifications à ce référentiel. En fait, nous sommes dans déjà une phase terminale de validation du référentiel en termes de décret. Et donc, les derniers changements qui seront apportés, c'est dans les mois qui viennent au sein du Parlement, ou dans le cadre du débat parlementaire. Donc, l'objectif de cette réunion est bien de vous informer, de vous donner les clés de lecture de ce référentiel et de voir un petit peu par la suite si vous avez d'autres besoins. Mais ici, c'est vraiment une présentation déjà de base et qui permettra aussi de répondre à vos questions. La structure de la présentation se fait en deux parties. D'abord, il y a une présentation générale qui permet de présenter les éléments structurants et spécifiques à ce référentiel, ainsi que les éléments de continuité par rapport au socle de compétences, ainsi que les changements majeurs par rapport à ce socle de compétences, bien qu'ici ce soit un référentiel assez nouveau, donc ce sera sans doute moins le cas. Et la progression des contenus du référentiel de la première primaire jusqu'à la troisième secondaire. Alors, la deuxième partie sera dédiée à des questions, aux réponses aux questions que vous aurez posées, sachant que les questions que vous avez déjà posées au préalable et qui nous ont été envoyées seront répondues dans la première partie, donc la partie introductive. Donc, pour ces questions et réponses, n'oubliez pas d'utiliser le Q&R qui se trouve en bas à droite. Et dès l'entame de l'introduction par notre intervenant Jean-Luc Roland, n'hésitez pas à poser les questions, comme ça nous pourrons les gérer au mieux par la suite. Donc, l'intervenant principal est Jean-Luc Roland, et nous remercions de sa présence, du temps qu'il a consacré pour la préparation à ce webinaire, la collaboration qui était riche. Donc, ce sera l'intervenant principal pour la présentation et les questions-réponses. Il sera accompagné quand même de Geoffroy Leclerc, qui est le coordinateur à l'AGE du chantier numéro 2, portant sur la mise en œuvre du tronc commun renforcé, pour tout ce qui est questions transversales. Voilà, mais écoutez, je vais céder la parole maintenant à Jean-Luc pour débuter cette présentation du référentiel de formation aux techniques technologiques et manuels techniques, technologiques et numériques. Référentiel de formation manuelle technique et technologique numérique. Voilà, comme vient de le dire Xavier, en effet, lors de la création de ce référentiel, nous avons eu la chance, peut-être, de créer un produit nouveau. En effet, le numérique, aucun référentiel n'existait. Et en ce qui concerne la technologie et l'éveil à la technologie dans les socles de compétences, ça se limitait en quelque part à simplement une démarche de recherche. Donc, c'est un outil vraiment novateur. Ça a certainement pu amener beaucoup d'avantages dans la rédaction de celui-ci. Alors, de temps en temps, il y aura, c'est sûr, des moments de répétition par rapport à d'autres webinaires, mais bon, j'imagine que tout le monde n'a pas eu l'occasion de participer à tous. Donc, ce référentiel, il s'inscrit dans les 5 domaines spécifiques du tronc commun. Et donc, il s'inscrit plus particulièrement dans la partie maths, sciences et techniques. Et donc, il y a, vous voyez sur la diapo, 2 puces, formation manuelle technique technologique, et une autre puce numérique, mais qui se résume à un seul référentiel. Alors, pour rappel aussi, ça a déjà été précisé à d'autres moments, mais voilà, les référentiels, ils sont déterminés par le gouvernement qui a créé des groupes à tâches. D'abord, il y avait des groupes de travail, puis c'est tourné en groupe à tâches parce que cela prend du temps pour réaliser ce genre d'outils. Et cela définit bien le quoi et le quand. Le comment, c'est bien de la compétence des PO qui définissent au travers de programmes. Alors, ce référentiel, et ça j'y tiens, il est rédigé notamment par des gens de terrain. Pourquoi je signale cela? C'est parce que
on entend souvent, ça s'est entendu dans la presse à certains moments, oui, mais c'est rédigé par des gens, mais quand savent-ils, que connaissent-ils du terrain? Ils ont quitté l'école, n'ont peut-être jamais mis les pieds dans l'école. Est-ce que vraiment, est-ce que ce référentiel peut tenir la route? Et donc, le fait qu'il soit rédigé notamment par des gens de terrain, je pense que ça a amené en tout cas un certain réalisme. Ces personnes qui travaillent encore en milieu scolaire pouvaient amener leur vision des choses et dire oui, c'est faisable, je l'ai fait, je le fais. Et c'est cela que, à défaut de pouvoir peut-être frustrer certaines personnes qui ont rencontré, qui ont lu ce référentiel, mais on se doit d'avoir une certaine modestie parce que, vous le verrez d'ici quelques instants, mais au niveau de l'horaire, il n'y a pas que cela dans la vie scolaire. Et puis, on a vraiment ce rappel de ce que nul ne peut ignorer. Ça veut vraiment dire qu'on peut aller au-delà, mais on ne peut pas oublier ceux qui auront peut-être des petits soucis. Donc, c'est le minimum, c'est un peu l'équivalent des socles de compétences. Il n'a jamais été dit qu'on ne pouvait pas dépasser les socles de compétences dans notre travail scolaire. Mais ici, la charte nous demandait clairement, et je trouve ça tout à fait logique, ce que nul ne peut ignorer. Alors, il y a également ce principe de transversalité. Ça, autant au niveau primaire, puisqu'on a affaire à des généralistes, puisque les enseignants se retrouvent seuls en général pour l'ensemble des matières, hein, donc on nous demande, et là je serai un petit peu caricatural, on demande à l'enseignant primaire de maîtriser tant la guitare de Bob Dylan que un référentiel mathématique, que les mathématiques, l'apprentissage de la lecture. Donc, en termes de transversalité, ça, c'est certainement plus facile à mettre en place au niveau primaire. Mais donc, cette transversalité, elle est nécessaire également au niveau secondaire. Et c'est cela que se met en place, notamment le travail collaboratif, un travail collaboratif qui sera davantage développé avec la mise en place du tronc commun. Alors, quand on dit tronc commun, naturellement, ce n'est pas faire de la cuisine pour faire des maths. Ce n'est pas planter 3 haricots pour faire des sciences. C'est imaginer ce qu'un cours peut apporter à un autre cours. Qu'est-ce que les sciences peuvent apporter à la formation manuelle, technique, technologique? Et d'un autre côté, on peut avoir qu'est-ce que la formation manuelle, technique, technologique, numérique peut apporter à l'éducation culturelle et artistique. Donc c'est ensemble, à travers un travail collaboratif, qu'est-ce que l'on met en place pour rencontrer l'effet matière? Alors, ce référentiel, il se présente comme ça, sous forme d'une fleur, avec quand même 2 éléments qui sont partagés, 2 volets distincts, la formation manuelle technique technologique et de l'autre côté, la formation numérique. Alors, pour ceux qui sont férus de textes législatifs et qui plongent encore bien dans le décret code, ce décret qui va tenter au fil du temps, au travers du livre 1, 2 à l'heure actuelle et puis d'autres livres, de compiler tout ce qui est textes légaux au niveau de l'enseignement, on voit encore apparaître à l'occasion le terme application manuelle technique technologique. Il y a eu un long débat par rapport à cela. Et puis, petit à petit, le code sera amendé en temps utile pour revenir vers une formation manuelle, technique et technologique et une formation numérique. Le groupe de rédacteurs tenait énormément à ce mot formation, ne souhaitait pas se limiter aux applications. Alors, le tronc commun, voici l'horaire des élèves, cela permet de se rendre compte de la place de la formation technique technologique. Rassurez-vous, dia suivante, je vais zoomer sur la partie qui nous concerne. Mais donc voilà, donc pour rappel, de la maternelle à la P6, on a un horaire total de 28 périodes et on passe en secondaire à 32 périodes. Et dans cet horaire, voici la place que prendra notre référentiel. Il faut remarquer qu'il est lié aux sciences pour la P1 à la P6. C'est en même temps sciences, formation manuelle et technique en P1, P2, puisque le numérique, nous ne le rencontrons pas, en tout cas dans le cadre du référentiel.
Ensuite, P3, P4, P5, P6, 3 périodes qui se partagent l'ensemble de ces éléments. Le décret code prévoit que cette grille est présentée à titre indicatif pour le primaire. Pour le secondaire, c'est une grille horaire de référence. Là, dans ce cadre-là, dans le cadre du secondaire, les sciences ont 3 périodes, et puis on passe pour la formation technique technologique à 3 périodes en première secondaire et 2 périodes en deuxième et troisième secondaire. Là, il y a eu un léger rabotage, notamment par rapport à l'arrivée d'une 3e langue, 3 périodes de langue moderne qui font qu'il faut bien trouver un peu de place dans notre horaire. Alors, pourquoi est-ce important de vous montrer cette part horaire? C'est de montrer que notre référentiel, il se veut riche, mais il faut rester humble parce que sur une heure ou deux, sur une période ou sur 2 périodes en primaire, et sur 3 périodes ou 2 périodes où on doit se partager le manuel technique et le numérique, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Alors, la frustration, elle est bien là. Elle est bien là parce qu'on aurait souhaité, et j'ai vu d'après votre questionnement, et on y reviendra à certains moments, le questionnement de certaines personnes qui nous ont envoyé des questions, qu'on aurait peut-être pu développer certains éléments, mais un des éléments de réponse, le pourquoi on n'a pas développé davantage, il est purement mathématique. Le temps, vous savez, il n'est pas extensible que du coup, hein, à la limite. Voilà, donc c'est un des soucis, mais je pense que toute personne dans le cadre de son référentiel est toujours un peu frustrée. Je suis persuadé que les rédacteurs du groupe maths ont été frustrés par leur nombre de périodes, enfin voilà, l'ensemble des cours, hein, maths, sciences, etc. Ceci explique certains éléments. Alors, nous avons voulu une cohérence dans ce référentiel. Et donc, c'est ainsi que nous avons développé pour chaque année toute une série de concepts. On développe en début de référentiel pour chaque niveau d'étude ces 5 éléments. L'autonomie, parce qu'il nous semble intéressant, important de rendre des enfants autonomes. Pardon, des enfants, je vais parler ici des élèves et des futurs citoyens. Et encore, quand je dis futurs citoyens, c'est un peu délicat parce que est-ce que nous ne sommes pas citoyens bien plutôt qu'à la majorité. Donc voilà, cette autonomie, elle est intéressante et notamment une autonomie liée aux risques et dangers. Anecdotiquement parlant, dans la presse ce matin, on signalait qu'on rencontrait de plus en plus des trottinettes débridées qui fonctionnaient à 109 km/h. Alors voilà, notre formation manuelle technique technologique de 1, elle n'apprendra pas aux futurs élèves à débrider leur trottinette, mais en tout cas, elle l'apprendra certainement à montrer risques et dangers et qu'on doit savoir ce que l'on fait, on doit pouvoir assumer ce que l'on réalise. La partie cognition, elle est liée davantage à l'acquisition des savoir-faire compétences au niveau des processus et activités psychologiques. La créativité, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une activité peut-être artistique, on a peut-être trop l'habitude d'amener la créativité, de considérer que la créativité est artistique. Non, cette créativité, elle tourne aussi sur la capacité de construire des objets technologiques, de réaliser, de penser à des logigrammes, etc., de mettre en œuvre de nouveaux concepts, de nouveaux objets, mais également être créatif dans la recherche de solutions à des problèmes. La collaboration, le souci des autres, je pense également que voilà, c'est très important. Hein. Mettre en œuvre sa créativité, mettre en commun, pardon, sa créativité, mettre en commun ses compétences pour ensemble arriver à un résultat. Je pense notamment à tout point de vue, mais je pense en cuisine, et on y reviendra en fin de 3e secondaire, la réalisation d'éléments en alimentation au sein d'une brigade. Et puis il y a le développement durable, ça naturellement,
où il est très important de montrer qu'on doit développer des enjeux socio-écologiques et économiques, montrer le rapport entre chaque élément. Et à l'heure actuelle, on aurait peut-être même pu aller plus loin avec cette économie circulaire, ce concept d'économie circulaire, hein, où on retrouve, et on retrouvera pas mal ça dans la formation manuelle technique technologique, notamment avec la réparation, le réemploi, remettre à neuf, recyclage, la gestion des déchets, etc. Donc, voilà, il y a cette vision qui est clairement développée au sein de notre référentiel, où je rappelle que l'on a davantage proposé ce schéma, le schéma du développement durable, mais qui ne provoque pas de souci si l'on rencontre également ce phénomène d'économie circulaire. Il y a des contenus communs aux deux volets. C'est notamment, et ça c'est un réel souci par rapport un souhait, pardon, c'est pas un souci, c'est un souhait, un réel souhait par rapport à ce tronc commun, d'associer les apprentissages à la vie quotidienne ou professionnelle, des apprentissages qui sont porteurs de sens. Donc c'est vraiment faire ce lien entre l'école et soit la vie professionnelle, mais aussi les activités quotidiennes. Au départ, nous nous étions limités à la vie professionnelle, mais l'école ne sert pas qu'à cela. L'école, c'est penser aussi à la vie quotidienne. Or, ce qui est commun également, c'est un peu logique, et là on revient notamment au développement durable, hein, partie davantage peut-être écologique, éviter le gaspillage des consommables et des énergies. Cela revient pour l'ensemble, pour les deux parties du référentiel, les deux volets du référentiel, et également adopter une posture ergonomique. Ça, c'est important. Et donc, tant dans la partie numérique, et je ne suis peut-être pas un exemple ici dans la façon de me vautrer sur mon siège, mais voilà, dans cette partie numérique, mais également que l'on soit en atelier, en cuisine, que l'on soit peut-être davantage à l'extérieur ou quoi par rapport au domaine horticole, l'importance de la posture ergonomique. Alors, je vais développer davantage dans un premier temps la formation manuelle technique et technologique. Alors, dans cette partie-là, je rappelle qu'on avait vraiment envie de développer de nouveau un engagement dans les apprentissages, un esprit d'entreprendre. Et dans ce cadre-là, voilà, nous avons établi une programmation. Alors, elle est particulière par rapport à d'autres référentiels. Si vous prenez d'autres référentiels, chaque colonne est complète et on rencontre chaque élément pour chaque année. Nous avons fait le choix de ne pas le faire. Pourquoi? Je vous rappelle l'horaire que nous avons rencontré il y a quelques minutes. Ce n'était pas possible. Nous ne pouvions pas nous disperser. Donc, on a établi des moments où on rencontre les différentes thématiques. Maintenant, il faut imaginer que ça permet quand même une certaine souplesse. Pourquoi? Parce que on le sait, et notamment pour le niveau primaire, qui, dans le cadre du tronc commun dans cette partie, ça représente quand même 2/3 de la formation, et on connaît énormément d'écoles qui organisent leurs classes en niveaux multiples. Et donc, l'organisation n'est déjà pas aussi facile dans une organisation de classe à niveau multiple. Et donc, on ne peut pas imaginer, dire, voilà, P1, vous allez travailler matière et matériaux. Pendant ce temps-là, les P2, vous faites un petit peu d'habitat. Et les P3, qui sont au fond de la classe, hop, technique de culture. Donc, il y a naturellement cette souplesse dans l'organisation de la classe. De plus, l'important, c'est on fixe un moment où des acquis doivent être présents, mais cela n'empêche pas que l'on peut réitérer certains apprentissages, que l'on peut les approfondir, etc., à d'autres moments de vie.
Et puis, pensons aussi à l'aspect affectif. Je serai peut-être dans le cliché, vous m'envoyez désolé, mais les crêpes de la Chandeleur, ne peut-on les rencontrer qu'en P2, en P4, en P6 ou en S3? Vous comprenez bien que non. Là, voilà, je suis dans le cliché, hein, je reconnais parfaitement, mais parfois un bon cliché permet de comprendre les choses. Donc voilà, nous avons fixé des moments de vie, des moments où des acquis devaient être présents, mais ça ne coince pas, ça ne doit pas coincer l'organisation des classes, et d'autant plus, je rappelle, même au niveau de l'horaire, où l'horaire est indicatif par rapport à certains éléments. Oui, je reviens très légèrement en arrière. Vous remarquerez que l'objet technologique, et j'y reviendrai très certainement, ne commence qu'à la P4. C'est lié naturellement au développement psychologique de l'enfant, où une certaine logique est clairement nécessaire par rapport à cela, et demande, notamment l'objet technologique, demande certaines bases, notamment en termes de matières et matériaux, et peut demander d'autres bases. Alors, ici, ce moment n'est certainement pas lisible au niveau du PowerPoint, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est la ligne supérieure qui montre, nous avons, au terme du référentiel, établi des tableaux synoptiques qui sont des copier-coller de ce que l'on rencontre en termes de savoir et de savoir-faire. C'est réellement le référentiel que l'on retrouve dans ces tableaux synaptiques, mais traduit différemment afin de se rendre compte de l'évolution des apprentissages. Donc, c'est pour avoir une clarté quand on découvre ou quand on prend en main le référentiel, voir d'où on part et où on doit arriver. Et cela peut permettre notamment, je reviens pour les classes à niveau multiple, d'avoir une plus grande clarté pour l'organisation de ces cours. Voilà, ça c'est des tableaux qui nous semblaient très importants à présenter pour éviter, parce qu'il faut bien se rendre compte que le monde enseignant va être confronté à une quantité énorme de référentiels. Hein. Nous sommes donc, il y a 10 référentiels, mais on est entre 100 et 150 pages par référentiel. Donc la masse est importante. Donc il y a un moment, il faut avoir la possibilité de prendre des raccourcis pour retrouver davantage d'informations et savoir d'où l'on vient et où l'on va. Alors je vais développer très légèrement chaque élément. Alors, le premier, c'est alimentation et habitat. Je traiterai d'abord de l'habitat. Cet habitat qu'on va rencontrer au départ comme un lieu de vivre ensemble avec les plus jeunes. Et donc, dans ce lieu de vivre ensemble, tiens, comment peut-on l'aménager? Où on va imaginer dans un premier temps le confort, l'esthétisme, comment on peut le rendre plus beau. Et puis au fil du temps, au fil des années, on va aller au-delà de cela et au-delà de ce simple esthétisme, de ce simple confort. Tiens, comment peut-on améliorer la consommation énergétique? Comment peut-on améliorer le bien-être? Ce lieu de vivre ensemble que l'on rencontre chez les plus jeunes, qui se limite à la classe, va s'élargir. Il va s'élargir voilà, désolé. Voilà, il va s'élargir à l'école et puis faire appel dans d'autres classes, il va faire appel aux représentations des élèves par rapport à leur lieu de vie ou d'autres lieux de loisirs ou autres. Voilà, voilà. Alors, ici, des exemples en P2. Oui, si ce n'est que j'oublie de traiter peut-être de l'alimentation. L'alimentation qui, c'est la réalisation de plats au départ, une petite valorisation visuelle en présentant, et puis on va développer au fil du temps un petit regard critique sur les ingrédients utilisés. Vont se développer petit à petit des aspects sécurité, des aspects au niveau de l'hygiène, et puis toujours ce regard, aller plus loin du côté de l'autonomie, mais également du travail collaboratif. Voilà, alors, des exemples en P2 où on reste dans une base, aliments, nommer des fruits, quelques fruits, légumes de saison.
allez, anecdote, grand débat, nommer des fruits et des légumes de saison, il y a quand même cette vision et on repense au développement durable, pardon, quand on a les fruits et légumes de saison, il y a quand même, culturellement parlant, des éléments que l'on peut garder. La banane, on sait qu'elle est l'empreinte des cargos, on sait que bon, l'aspect social de la production de la banane n'est pas toujours élégant, mais on ne peut pas s'interdire ou interdire certains éléments parce que ce n'est pas toujours le plus élégant. Donc, en termes de savoir, on retrouve aussi, ça sera pas mal de vocabulaire, notamment dans les premières années. Savoir-faire, bien souvent, c'est de l'application de gestes techniques, de techniques, et avec toujours un objectif, hein, une compétence, et souvent exprimé en termes de réalisation. En termes de réalisation. Je prends exemple, voilà. Deux, trois éléments par rapport à cela. On a souvent le nommer, utiliser le vocabulaire. Si vous avez suivi le webinaire sur le référentiel français, on parlait notamment du français langue de scolarisation. Oui, français très important, notamment dans le cadre de l'école, être sûr que chacun utilise le bon mot à bon escient et a bien cette compréhension du mot là où on le trouve dans le cadre des apprentissages. Mais il faut bien penser que ce français, c'est le français langue de communication. Quand on disserte entre nous, notamment en alimentation, un presse-purée est un presse-purée, ce n'est pas un machin à écraser une pomme de terre. Langue parlée, donc cette langue de communication, langue parlée par l'enfant dans son milieu, et puis langue de la profession, ce que je viens de citer. Et donc voilà, c'est un élargissement du vocabulaire, non pas uniquement dans le cadre d'être sûr que les élèves comprennent ce qu'on souhaite qu'ils comprennent dans le cadre de l'école, mais aussi améliorer leur langue parlée dans leur milieu et aussi le langue de la profession. Dans la profession, on utilise un terme adéquat. Alors, dans son cadre d'application, on retrouve souvent cette expression dans les référentiels. Et c'était bien ça, et je reviens à la dia précédente, quand on est dans la compétence réaliser un plat, c'est bien ça l'objectif du cours. On a vraiment voulu éviter les cours sur base de manuels de feuilles. C'est tout à fait clair que pour apprendre le vocabulaire, on pourrait travailler très facilement sur des feuilles, montrer, réaliser des petites photos et à côté mettre les mots expliquant ce que sont ces photos et avoir de simples relis, des coches, etc. C'est loin d'être intéressant. On souhaite vraiment qu'il y ait un maximum de réalisation et que donc les savoirs soient construits de par les applications, de par la réalisation des éléments. Et le savoir-faire, naturellement, notamment pour la plupart des gestes techniques. Mais un geste technique, ce n'est pas en regardant YouTube, mais c'est en ayant réellement le matériel en main et c'est en réalisant effectivement. Et l'autonomie qui revient souvent, je n'y reviens plus maintenant. Voilà, je quitte l'aspect français langue de scolarisation oui, et l'aspect du cours de formation manuelle technologique qui ne doit pas être la pédagogie du manuel page 28, mais vraiment la réalisation. En S3, on voit qu'on n'est plus simplement enfin qu'on est toujours dans réaliser un plat, mais on aura davantage voir ce que l'on choisit, aliments de saison, on réfléchit, sain, durable, on tend à varier les goûts et les textures, hein, d'une présentation plus simple en début de primaire. Là, on va jouer avec les textures mousseuses, les textures crémeuses, les textures plus consistantes. Le jeu, et on le voit notamment en termes des savoirs, le jeu des épices, des aromates, qu'est-ce que cela apporte? Travailler sur l'assiette équilibrée, autant dans les plus jeunes années, c'est le maître, c'est l'instituteur qui propose une recette et on la réalise.
par après, on a vraiment cette tâche d'avoir cette vision du pourquoi on a cuisiné cela, pourquoi on a proposé cela. Deuxième point, technique de culture. Alors là, ici, c'est quelque chose qui peut également, et je vais en revenir même par rapport à l'alimentation et l'habitat quelque part. L'objectif du référentiel, ce n'est pas de faire des petits horticulteurs, des petits agriculteurs. Quand je dis petit, c'est, excusez-moi, de temps en temps, dans ma façon de m'exprimer, j'ai vécu 28 ans au niveau primaire, mais bon, voilà. Donc, mes petits de 15 ans ne sont plus si petits que ça, ils sont plus grands que moi. Donc, voilà, désolé parfois par rapport à cette façon de m'exprimer. Mais donc, voilà, le tronc commun, ne nous demande pas de faire des professionnels de l'alimentation, ne nous demande pas de faire des architectes, ne nous demande pas de faire des horticulteurs. C'est vraiment dans le cadre d'un éveil. Mais dans le cadre de cet éveil, on aura tous ces moments de culture et d'exploitation au fil du temps de différentes techniques de culture. Alors, où on sera peut-être dans la culture et l'entretien d'un végétal avec la base en P3, de penser à mettre un petit substrat, quelques semences, etc. Et puis, on en arrivera, je vous le montrerai, voilà, dia suivante, vers quelque chose de plus complexe en S3. Alors, la réflexion, et on sait que ce référentiel va un peu secouer les écoles, parce que d'un point de vue organisationnel, on va dire, oui, mais attendez, horticulture, moi je ne dispose pas d'un parc de 3 hectares à côté de mon école, le bois de la Cambre, je n'y ai pas accès, et la forêt, et les champs et prairies près de la forêt d'Anlier, ce n'est pas accessible. Réalisme, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, réalisme, le côté humble des choses, se lancer dans la culture. Une jardinière, c'est un moment de culture. Un jardin suspendu de 1 mètre carré dans une cour de récréation, c'est un moment de culture. Et si, fonction de l'établissement ou de partenariat, parce qu'il y a cela aussi, c'est peut-être ça aussi un intérêt du tronc commun, c'est qu'on va se rendre compte que ouvrir des partenariats avec des établissements voisins, avec les communes, avec des particuliers, ça pourrait être possible. Hein, on peut imaginer le particulier qui ouvre un aire de terrain, un morceau de terrain à une école. On peut imaginer partenariat avec un service horticole d'une commune. On peut imaginer des échanges entre primaire et secondaire, ou peut-être des lieux de culture existent davantage. Mais en tout cas, c'est vraiment ce côté humble où la surface de culture de quelques décimètres carrés on ne va pas se lancer ici à quelques hectares, hein, ne tracassez pas. La herse rotative ne devra pas être, il n'y aura pas d'investissement de herse rotative dans nos établissements. Mais voilà, il y a ce côté-là. Maintenant, il ne faut pas exagérer outre mesure. Je disais bien tout à l'heure que la formation manuelle, technique, technologie, et ici dans le cadre de l'horticulture, peut faire rapport aux sciences, mais ce ne sont pas des sciences. La graine de haricot que l'on plante pour observer la germination et ensuite faire un schéma de la plante, ça reste des sciences. Donc, l'horticulture, ça ne se limite pas aux 3 grains de cresson que l'on plante. Je ne veux pas être péjoratif, hein, ça se fait toujours dans les écoles et je pense que c'est toujours bien nécessaire. Mais voilà, il y aura ce développement à penser où la graine de haricot, vision scientifique, la technique horticole, développer peut-être un peu plus. Notamment en termes d'esthétisme, hein, vous voyez, composantes, quand on parle des savoirs avec le bulbe, tiens, comment peut-on agencer des bulbes, quels seront les choix, hein, est-ce que l'on peut mélanger du muscari avec des jonquilles, qu'est-ce que ça peut donner, quelques crocus, et avoir des éléments. Quand on parle de créativité, elle se retrouve là également. Donc ici, P3, cultiver un végétal avec l'aide de l'enseignant, et on retrouve très souvent dans les premières années avec l'aide de l'enseignant. Ça tourne
un peu plus tard, c'est sous l'aide, sous le regard de l'enseignant. Alors, on me dirait que ça peut être un peu particulier parce que c'est sous le regard de l'enseignant, on le met plutôt en P4, P5, P6, mais j'ose espérer que sous le regard de l'enseignement, ça se fait jusqu'en troisième secondaire. C'est quand on parle d'autonomie, c'est pas les enfants débrouillez-vous, les élèves débrouillez-vous, c'est l'heure de ma tasse de café où je dois parler avec le professeur de la classe voisine. Voilà, en S3, où l'on va nettement plus loin et on voit que l'on part dans un vocabulaire plus complexe, la gestion des plantes adventices, la gestion de parasites, pollution, hydratation. On aura également la découverte de techniques de culture, la permaculture, l'hydroponie, la myciculture. Donc, on va chaque fois plus loin. Ici, je n'ai pas voulu développer année par année parce que je pense que vous avez toutes et tous reçu le référentiel. Et donc, c'est voilà, quelques moments de vie pour présenter l'évolution entre le champ, le saut qu'il y a entre les premières primaires et la fin de secondaire. Et donc, ce saut assez important, il est amené, il se fait petit saut par petit saut. On pensera à Vygotsky et ses zones proximales de développement dans ce cadre-ci. Remarquez, cultiver en autonomie, c'est la liberté. Le jeune doit être autonome. On y revient souvent. Matières et matériaux. Matières et matériaux où on rencontre dans les premières années du primaire la rencontre de certains éléments, des initiations à certaines techniques, comment manipule-t-on certains matériaux, et ce sont les matériaux classiques de l'école primaire. On remarque en rencontrant ce référentiel que ce qui est écrit n'est pas une révolution, c'est des choses qui se rencontrent déjà dans les classes, si ce n'est que là, on a une base légale qui reprend ce que l'on a du moins dans les classes, dans certaines classes. Et on peut oser espérer que ce référentiel va pousser davantage de monde à quitter, parfois culturellement parlant, les maths et le français. Hein, c'est de nouveau, je ne veux pas jouer le côté péjoratif, hein, mais ça se rencontre, hein, où on est très coincé maths français, un petit peu d'éveil et le reste qui tombe à la trappe parce que nous n'avons pas le temps. Donc ce référentiel-là, il permet on peut oser espérer qu'il permettra à chaque élève de rencontrer cela partout, dans tous les établissements. Et donc pour matières et matériaux, on a des matériaux de base en primaire et puis on en arrivera en secondaire avec des années thématiques où on va rencontrer plus spécifiquement le travail du métal, du bois, du textile, des matériaux de construction. De nouveau, même s'il y a des termes utilisés qui peuvent sembler particuliers, je pense notamment au terme de jointoiement, jointoyer, ça ne demande pas aux élèves du tronc commun de construire un mur de blocs de 15 mètres carrés, hein, de 10 mètres sur quelques mètres de hauteur. Non, c'est au travers de manipulation de matériaux de construction de pouvoir rencontrer de nouveau certaines techniques. Et on reste de nouveau dans le côté humble. On n'est pas encore dans cette phase de 4e, 5e, 6e, voire 7e secondaire, avec le développement de la professionnalisation dans une certaine partie du cursus. N'empêche qu'il y a moyen de rencontrer ces matières, ces matériaux, de les manipuler. Alors, voici un exemple ou l'autre. Voilà, de nouveau, on le rappelle que bien souvent, dès la P1, dans les consommables, avec reconnaître, mais utiliser le vocabulaire. Tissu, corde, bois, vous voyez, ce sont les matériaux classiques. Naturellement, le verre, nous n'allons pas travailler avec, comme le passeur de lumière, Monsieur Tirsiot, on ne va pas créer des vitraux, naturellement. Mais on rencontre
C'est reconnaître la matière. Il y a des matières que l'on peut travailler, c'est sûr qu'on ne pourra pas travailler toutes les matières, bien que la peinture sur verre et le côté translucide, le côté transparent du verre ou le côté translucide de la porcelaine, etc. Donc il y a moyen de rencontrer. Appliquer des gestes techniques, quand je vous disais qu'il n'y a pas de grande révolution, mesurer, reporter, tracer, contourner, coller, ben ce sont des éléments. Coudre, nous ne préparons pas, nous n'avons pas du Jean-Paul Gaultier, nous n'allons pas apprendre à nos petits jeunes à refaire les ourlets de leurs pantalons ou utiliser l'œuf à repriser pour leurs chaussettes. Mais voilà, le geste. Mais ce sont des gestes déjà que l'on rencontre à certains éléments, à certains moments, pardon. Toujours dans un cadre d'une compétence, réaliser un ou des ouvrages, donc la technique, le vocabulaire s'acquiert par la réalisation d'ouvrages. Et de nouveau, je vous rappelle ici, en P1, avec l'aide de l'enseignant. Et aussi, de nouveau, utiliser dans ce cadre-ci, quand on parle de la construction de l'autonomie, P1, utiliser des outils, des consommables et des techniques imposées. Ça peut être surprenant, mais c'est pour ne pas que le petit jeune P1 se disperse, on lui impose certaines techniques, mais quand on dit imposer des techniques et des consommables, ça ne veut pas interdire la créativité. Il n'y a rien de plus désagréable quand on rentre dans une classe ou de maternelle ou de première primaire, d'avoir des œuvres qui sont identiques pour chacun et où à la limite, les enfants n'arrivent pas à reconnaître leur création parce qu'il y a eu trop de contraintes de la part de l'enseignant. Ce n'est pas parce que les techniques et les consommables sont imposés que la créativité ne peut pas être présente. Et donc, quand on en arrive à la S2, là, ici, et ça se fait petit à petit, hein, naturellement, je vous disais, les sauts conceptuels avancent. Là, on choisit réellement, quand on conçoit, déjà une nuance, hein, concevoir un ouvrage, hein, ce n'est pas simplement le réaliser, mais c'est penser à la conception. Et donc là, on est bien dans le cadre d'un choix d'outils, un choix de consommables et un choix de techniques. Ici, vous remarquez que dans le cadre de la S2, pardon, on est dans le couler, jointoyer, coudre, entailler, raboter, thermocoller. Ça permet déjà de se rendre compte qu'on aura plus une idée de travail sur le bois, décalqué, épinglé, plus en voyant thermocoller sur les textiles. En S1, on aura davantage le travail du métal. Enfin, dans la formation manuelle technique et technologique, il y a l'objet technologique. Cet objet technologique nous permet de comprendre le fonctionnement d'un objet. La magie n'existe pas. La prestidigitation, on n'en a pas besoin, on doit se rendre compte. Si mon téléphone, si je peux téléphoner, si j'utilise... si je peux communiquer notamment avec vous via mon engin devant moi, ce n'est pas de la magie. Si vous m'entendez, ce n'est pas de la magie. Il y a toute une technologie là derrière et c'est la rencontrer. Naturellement, de nouveau, restons humbles. Nous n'allons pas créer des électroniciens. L'objectif n'est pas de former des électroniciens, de parfaits mécaniciens, mais il y a moyen de rencontrer déjà des objets technologiques. Alors, vous voyez ici que je propose en premier élément la P4. Je ne vais pas revenir vers le tableau tout à l'heure. Je pense l'avoir dit. On ne rencontre les apprentissages sur l'objet technologique qu'à partir de la P4. Et alors, dans un premier temps, on est dans la construction, dans la conception. On a cherché à avoir quelque chose qui était accessible au P4. Alors, qu'est-ce que l'on peut construire comme objet pour mesurer ou estimer une grandeur? L'objet technologique, il peut être très simple. La réalisation d'une latte graduée, la réalisation d'une balance, la réalisation d'un objet qui nous permettra de mesurer, d'estimer des capacités. Voilà, mesurer le temps, sablier, etc. Donc voilà, c'est une approche de l'objet technologique assez simple, mais qui demande déjà pas mal
de réflexion. Dans le cadre de la réalisation, on en arrive aussi à avoir, et ça revient fréquemment, le fait de lire des documents techniques et de représenter. On passera peut-être à la base, et ici on n'est pas, enfin peut-être, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot peut-être, on passera à la base par le croquis. En P4, on se limitera au croquis, mais vous verrez, petit à petit, ça se dirigera vers le dessin, dessin technique, vers le plan, réalisation de plan. Bon. En S3, on en est, voilà, où on lecture de documents techniques, où l'on rencontrera, et là on peut avoir le croisement avec le numérique, hein, la vision du logigramme, la vision de lire une fiche technique, un mode d'emploi, lire un dessin technique. La nouveauté au niveau de la S3, quand on parle de l'évolution de l'outil technologique, là on est dans l'utilisation des capteurs. Et on sera même avec l'utilisation de un ou plusieurs capteurs. Donc quand on va concevoir un outil technologique, un objet technologique, on va le penser en termes de conception avec l'utilisation de capteurs. Donc on retrouvera les éléments rencontrés précédemment, notamment je pense que c'est en P5, P6 où on réalise des objets technologiques à base de machines simples. Eh bien ici on aura peut-être des engrenages qui vont se glisser, on va avoir peut-être des leviers qui vont se glisser et des capteurs qui vont permettre de motoriser ces différentes machines simples. Alors, chose intéressante, c'est que l'on voit également par rapport à l'objet technologique, et rappelez-vous du développement de l'aspect développement durable et de l'économie circulaire, c'est diagnostiquer, intervenir dans la mesure du possible sur un dysfonctionnement. Donc ça aussi, c'est amener à la réflexion, à la créativité, comment peut-on réparer un objet. Se retrouver, parfois on serait bien surpris, c'est observer l'objet. J'ai encore eu l'exemple il n'y a pas longtemps, tiens, mon aspirateur est en panne, on me signale, ben non, il faut le jeter. C'était un filtre un peu plus discret que les autres qui était complètement obstrué. Et donc c'est ça, on va observer l'objet pour voir, tiens, qu'est-ce qui fait que... Maintenant, on dit bien dans la mesure du possible. Hein, vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus d'objets, c'est clairement impossible, notamment de par tout l'effet électronique des choses, d'avoir une action sur l'objet. Quand j'avais 16 ans, ma mobilette, je pouvais démonter mon carburateur et le faire passer une nuit dans un seau d'essence. Je vous défie de gérer une alimentation électronique et voilà, une injection électronique à l'heure actuelle. Donc, c'est sûr qu'il y a des limites, mais n'empêche, observer l'objet, et on pensait à cela notamment par rapport aux Repair Café qui ont de plus en plus de succès, où on voit que l'on peut réparer pas mal d'éléments, et l'obsolescence programmée revient de plus en plus fréquemment dans l'actualité, et même de manière, il se fait qu'on légifère de plus en plus, on tend de plus en plus à mettre un frein sur cette obsolescence programmée, et on espère que ça va évoluer de manière positive. Voilà encore d'autres exemples où on montre voilà ici. Oui, voilà, ça c'est quelques éléments de savoir et attendu communs aux 4 moments de vie de la formation manuelle technique technologique. On revient très fréquemment, et ça semble logique, sur les dangers et risques pour soi-même. Si nous avons une dizaine de doigts, ben, c'est que c'est utile. Ce n'est guère intéressant d'en perdre un ou deux. L'équipement de protection, tiens, comment fonctionne-t-on? Un poste de travail qui se prépare, du matériel qui se prépare. Quand on a une gestion, un espace de travail, on ne met pas tout au milieu du jeu de quilles. Je pense à l'alimentation où on placera les ustensiles d'un côté, on placera les aliments, ils sont prêts, la planche de découpe est-elle disponible, quoi aux caisses. Et ensuite, et ça revient pour chaque élément, la valorisation des déchets.
que ça soit le petit morceau de papier que l'on a découpé, le morceau de carton, que ça soit les fans de carottes, est-ce que l'on va en faire une soupe après ou est-ce qu'on va les composter, qu'est-ce qui est récupérable, comment utilise-t-on les matériaux, si je dois découper un disque de carton, est-ce que je vais le découper au milieu d'une planche de carton ou est-ce que je vais le découper à un endroit qui me permet de garder d'autres éléments. Donc voilà, il y a vraiment tous ces éléments qui reviennent pour l'ensemble des matières. Alors, on passe au volet 2, volet numérique. Il y a un rappel qui semble logique. On est bien dans de l'éducation et de la formation au numérique et pas par le numérique. Et ça ne veut pas dire que par le numérique est inintéressant et j'ose espérer que le numérique sera de plus en plus rencontré au travers d'autres éléments du référentiel. Mais ici, c'est bien notre vision, non pas d'une aide à l'enseignement, mais d'un objet d'apprentissage en lui-même. Alors, il y a eu une certaine complexité par rapport à la rédaction de ce volet numérique. De un, et là je pense que je vais répondre déjà dans le premier temps à quelques interpellations que nous avons reçues ces derniers jours. Je rappelle cette frustration du temps scolaire, du temps d'apprentissage. Et c'est vrai que le groupe a été frustré parce que, oui, on aurait peut-être souhaité développer davantage le code. On aurait peut-être davantage aimé développer la pensée informatique et algorithmique et tous ces éléments. Il a fallu faire des choix. Le numérique est très vaste, la formation manuelle technique, technologique également, mais il a fallu faire des choix. Je pense que nous rencontrons chaque élément, peut-être pas suffisamment, mais oui, très certainement, mais quand on a une limite d'une période semaine, mais voilà, ça coince un petit peu. Maintenant, on rencontre vraiment chaque élément. Je reprends la réflexion d'une personne qui est peut-être ici présente, qui signalait que tiens, dans les années 85, on avait davantage développé la pensée informatique et algorithmique, et puis que ça a disparu. Mais c'est vrai que à ce moment-là, historiquement, sont apparus les outils de bureautique numérique qui ont séduit pas mal de monde et on a trouvé waouh, oui, c'est excellent, l'utilisation d'Excel, l'utilisation du traitement de texte et est passé à la trappe dans beaucoup d'endroits. Ceux qui s'en souviennent, hein, le logo, les petites tortues que l'on rencontrait même déjà en classe maternelle, c'est passé à la trappe très rapidement. Nous osons espérer que même si ce n'est pas suffisamment développé, que, en tout cas, les quelques moments de rencontre font qu'on pourra réellement partager les apprentissages entre la création de contenu à travers des outils de bureautique, mais également la pensée informatique et algorithmique, le code, et en passant naturellement par la sécurité. Je vais développer cela. Alors, un autre élément assez complexe, et alors, il est clairement imaginable. Nous avons commencé la rédaction de ce référentiel en 2018, si je ne m'abuse, 2019. L'entrée dans le monde scolaire de ce référentiel en ce qui concerne les deuxièmes secondaires, les troisièmes secondaires, ça sera en 2027-2028, si je ne m'abuse. Si on fait une comparaison par rapport au socle de compétences, les socles de compétences qui ont 24-25 ans. Le problème du numérique, je vous le donne en mille et mille, où sera-t-on dans 25 ans? Quand on a commencé la rédaction de ces référentiels, on entendait partout parler de tableaux blancs interactifs. On en parle un petit peu moins maintenant, même si c'est encore bien présent. Puis on en passe, tiens, est-ce que les tablettes, on rencontre beaucoup plus les tablettes. On a eu les postes fixes avec des salles informatiques, les tablettes, tiens, ça nous amène. Mais où sera-t-on? Où sera-t-on dans 10, 15, 20, 25 ans? Je pense notamment
peut-être que vont se développer davantage l'usage des objets connectés que les élèves ont. Je me méfie toujours dans cette partie-là, dans mes propos, parce que pensons à tous, est-ce que tout le monde est équipé à l'heure actuelle de son smartphone? Certainement pas. Est-ce que l'outil numérique, tout le monde a? Mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais donc, est-ce que peut-être on utilisera un peu plus ce dont les élèves, les outils dont les élèves disposent? Et puis, on ne sait pas. On n'a pas la moindre idée de l'évolution du matériel numérique. Donc, on a tenté de rédiger un référentiel qui se veut, qui utilise des notions les plus invariantes possibles. On peut imaginer que la création de contenu audiovisuel va continuer. Qui sait si on ne passera peut-être pas d'ici 10-15 ans vers l'image holographique, mais voilà, de la version 2D, l'impression 2D qui est commune à l'heure actuelle, hein, je pense aux imprimantes à aiguille il y a 20 ans d'ici, nous avons des impressions couleurs qui sont magnifiques et se développent et deviennent de plus en plus... oui, on a des outils de plus en plus qui sont bon marché, qui deviennent bon marché, qui deviennent accessibles. Je pense notamment aux imprimantes 3D. Et il n'est pas inimaginable, même ces produits qui existent, hein, de construction, hein, d'imprimantes 3D. Celle-là, je l'aime bien, je l'adore particulièrement, c'est l'imprimante 3D chocolat. Elle est assez amusante, mais on a aussi des imprimantes 3D pour des bâtiments, pour la construction de bâtiments. Et donc voilà, ces outils-là, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que ça va se démocratiser? Est-ce qu'on les rencontrera? Comment ça va évoluer? Mais en tout cas, nous espérons avoir trouvé une expression la plus invariante possible par rapport à ce que l'on propose dans les apprentissages. Alors, nous avons fait le choix de ne commencer que l'éducation numérique, la formation numérique à partir de la P3. Je rappelle que c'est arriver à ce que nul n'est censé ignorer. Il n'est nullement question d'interdire le numérique avant. D'ailleurs, je rappelle que l'horaire qui est proposé, hein, dont parle le code, pour le primaire, c'est à titre indicatif. Le numérique peut se rencontrer, notamment par le numérique, hein, on le rencontre souvent, mais on peut déjà avoir une formation au numérique en P1, en P2, et je n'ai pas de souci avec ça, même dès les classes maternelles, même si voilà, tout le monde ne partage pas cet avis, hein, pas d'écran avant telle année, très peu d'écran. Non, nous sommes bien dans l'utilisation d'écran accompagné, utilisation d'écran accompagné. Donc voilà, le choix est de rencontrer ça dès la P3. On remarquera que la création de contenu qui est vaste, on la rencontre chaque année. La sécurité, ça peut étonner peut-être certaines personnes. Ça peut peut-être étonner certaines personnes qu'on ne le rencontre que 2 fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler sécurité avant. Nos petits jeunes, P1, P2, P3, P4, P5, doivent être bien au fait de, notamment la sécurité de son respect à l'image, on ne manipule pas ce que l'on veut, mais on a fait le choix de ce que nul n'est censé ignorer en P6, en S1. Pourquoi ces 2 années? C'est parce que même si l'on souhaite, si on veut imaginer que dans les années à venir, il y aura davantage de collaboration et de suivi entre P6 et S1, on ne peut pas en être sûr à 100%. Hein. On sait que le passage maternel primaire, on aimerait bien, hein, chaque fois qu'il y ait des passages de contenu, des éléments, mais ce n'est pas toujours évident. Et même entre la P6 et la S1, il y a souvent des moments de vie, on ignore un petit peu ce que fait l'un, fait l'autre. Et donc, on a souhaité mettre ça P6 S1 pour qu'il y ait de nouveau un rappel en allant plus loin naturellement en S1 pour être sûr que l'aspect sécuritaire soit vraiment acquis chez chacun au travers de ces 2 moments de vie scolaire.
Bien, bien, bien. Je vais développer chaque élément. Voilà. Information et données, nous sommes là dans la partie outils de recherche, hein, où on va apprendre à rechercher l'information, mais au fil du temps, on va le découvrir d'ici peu, où on va aller plus loin dans la recherche d'informations, avec notamment, et là je crois que c'est clairement nécessaire dans la société dans laquelle nous vivons dans la fiabilité des sources. Ne pas se faire avoir, il suffit d'aller sur YouTube pour voir comment on peut être manipulé. Et la crise sanitaire que nous vivons en est un bel exemple où tout se lie sur notamment la vaccination. Alors, dans un premier temps, donc, je parle bien de la P3, on commence, où on va avoir cette découverte. Tiens, quel mot-clé va-t-on utiliser? Savoir ce qu'est un moteur de recherche, une barre de recherche, qu'est-ce qu'un navigateur? Ce sont des termes, oui, ça semble logique. Mais tiens, est-ce que même nous, adultes, on est bien au fait, on serait bien surpris de savoir, tiens, est-ce qu'on comprend bien ce que c'est qu'un navigateur? Je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure, le français langue de scolarisation, si, est-ce qu'au sein de la classe, entre pairs, on comprend bien, on utilise bien le même vocabulaire pour être clair, bien au fait de nos apprentissages, mais aussi pour préparer à la vie professionnelle et être bien au fait du vocabulaire entre professionnels. Utilisation de l'outil de recherche, et on a de nouveau, en termes d'autonomie, chez les P3, suivre les directives de l'enseignant, et ça évoluera petit à petit vers une certaine autonomie. On est bien dans l'utilisation d'un outil de recherche et l'usage, la réflexion autour de mots-clés, où c'est loin d'être évident pour un élève de comprendre et d'imaginer, tiens, par rapport à ce que j'ai envie de rechercher, ben, qu'une longue phrase, c'est pas évident. Retirer le mot qui va m'aider à trouver une information. Un mot pas trop générique, mais voilà. En S2, on s'aperçoit que l'on affine cette recherche. Hein, de nouveau, j'espace, hein, on ne rencontre pas ce que l'on a en P6 dans les autres années, mais on va aller plus loin et en allant chercher dans les fonctions avancées. Je pense à la recherche d'une image, savoir que chercher une image qui sera libre de droit, donc je vais paramétrer ma recherche pour éviter déjà pas mal d'images. Et puis, si on souhaite une image qui est pas trop pixelisée, ben on va configurer, on va utiliser adéquatement les moments de vie du moteur de recherche qui permet d'éliminer les éléments, les images qui sont très pixelisées de petits formats. Et puis, utiliser d'opérateurs, les différents opérateurs. Voilà. C'est également identifier des éléments nécessaires au questionnement, la fiabilité d'une source, en observant l'URL, en observant la date de publication, la date de mise à jour, les auteurs, les diffuseurs. Je vais prendre l'exemple, si on se lance sur la recherche d'un vidéoprojecteur, puis on peut regarder, tiens, on nous annonce le vidéoprojecteur, il est fabuleux, haute précision, etc., plein de choses, et puis on s'aperçoit que c'est un document de 2010, publicité pour un vidéoprojecteur de 2010. Il me semble qu'entre 2010 et 2020, on a pas mal d'éléments qui ont évolué. Donc voilà, en termes de recherche, on va être davantage critique, et on a de nouveau, où on partait en P3 avec cette présence de l'enseignant, là on est dans cette recherche en une parfaite autonomie. Comme je disais tout à l'heure, l'autonomie, ce n'est pas un abandon de poste du corps professoral. Communication et collaboration, je pense que la situation actuelle, situation sanitaire, la communication, si vous êtes en face de votre webcam, c'est que vous êtes bien au fait d'un moment de communication qui a changé. La présentation de ce référentiel, il ne se fait pas en auditoire, il se fait à travers l'outil numérique.
Et donc, et je ne pense pas que l'on fera marche arrière. C'est peut-être un des avantages du Covid. C'est qu'on s'est retrouvé le bec dans l'eau, on a dû se plonger de manière rapide, tant en communication, collaboration, dans l'utilisation d'outils numériques. Qui, il y a un an, connaissait Cisco Webex? Qui, il y a un an, connaissait Zoom? Qui, il y a un an, connaissait Microsoft Teams? Je ne vais pas dire personne, mais le pourcentage de personnes qui connaissent ces outils est énorme. Donc, l'apprentissage par rapport à cela est vraiment important, et donc c'est là qu'on va travailler notamment avec des notions de travailler sur le synchrone, asynchrone, comment partage-t-on notre travail, est-ce qu'on le fait en direct, est-ce qu'on n'est pas en direct, mais chacun a accès aux évolutions du travail. C'est ce qui va se rencontrer petit à petit. Dès la P5, et dès la P5, avec notamment voilà, le partage de contenu numérique, comment communiquer avec l'autre, comment voilà, la collaboration sur le contenu, des choses qui se développent de plus en plus. Et c'est intéressant parce que ce sont des projets de travaux de classe où c'est une ouverture sur le monde. Des partages d'écrits, partage avec, c'est avoir des contacts avec une école canadienne, avec une école australienne, etc. Ce sont des choses intéressantes. Naturellement, par rapport à la communication, mais on ne communique pas comme l'on veut. Il y a un respect, il y a une forme, et donc un nouveau vocabulaire pour certains spécifiques, l'étiquette, le respect d'une éthique numérique. Pas sans savoir, ça s'entend plus que suffisamment. Quand on a les possibilités de communiquer numériquement, ça fait des dégâts, notamment dans le cadre du cyberharcèlement. Donc, il y a tout ce travail, notamment ici, mais en d'autres moments. En S3, voilà, je parlais tout à l'heure de travail, de droit d'accès, de travail synchrone, asynchrone. Est-ce qu'on travaille hors ligne et puis on se connecte de temps en temps? Définition de qui sera dans une réunion l'administrateur, de ce que l'on peut faire. Comment partager un contenu numérique, collaborer. Ce sont l'ensemble des questions des apprentissages liés à cela, à cette partie du référentiel sur la communication et la collaboration. Alors, une partie un peu plus importante, c'est la création de contenu, plus importante, plus vaste naturellement, parce que la création de contenu, cela va notamment dans la création audiovisuelle, création de texte, mais c'est aussi ici qu'apparaissent les notions de logigramme, de programmation, et de la création de programmes, le codage, lecture, écriture, et notamment le développement, ici dans ce cadre, de la pensée informatique et algorithmique. Pardon. Alors, 2-3 éléments. Suivant les années, ici je vous présente la troisième primaire, où on s'axe davantage sur le son et l'image, avec la création, la gestion de l'image, rogner une image, la redimensionner, est-ce qu'on ne peut pas lui amener un petit effet, l'intégrer à certains éléments, luminosité, etc. Qu'est-ce que l'on peut faire avec l'intégrer dans un texte, quelle petite vidéo on peut déjà créer. On a choisi ça en P3 parce qu'il y a peut-être l'aspect un peu plus ludique, la maîtrise également de la langue française, même si l'écrit se rencontrent bien avant, et on peut déjà naturellement utiliser un traitement de texte avec des P1. J'ai déjà rencontré l'utilisation de traitement de texte même en classe maternelle. On n'est pas dans la primarisation de l'enseignement maternel, mais ça se rencontre parfois déjà. Mais on a pensé qu'il fallait peut-être attendre davantage de compétences en lire et écrire, et donc le P4 pour le traitement de texte. Donc le P3, on a souhaité commencer avec l'image, travailler sur le son, sur l'image, s'enregistrer, couper certains moments de ce que l'on exprime.
En S3, on a deux points de vue, comme je disais tout à l'heure, hein, où on a le traitement de contenu multimédia, mais également sur la construction de, voilà, travail sur les algorithmes. Le code que l'on rencontre également, et on le voit, mais je n'ai pas développé tout, hein, P5, P6, où on va de plus en plus loin, hein, d'un simple ordre, on en arrivera à la création de boucles, à la création de différents éléments, cela se rencontre, mais je le rappelle, toujours avec cette frustration de ne pas peut-être chaque fois aller suffisamment loin, en tout cas dans le cadre du référentiel. Mais il faut se rappeler que ce référentiel, c'est, je dis une fois de plus, c'est ce que nul n'est censé ignorer. On est en droit d'aller plus loin. J'en prends pour exemple, et ça se rencontre dans la presse depuis, c'est assez particulier, mais ça fait sur ces 2 derniers mois, ou alors c'est peut-être parce que je suis peut-être plus attentif à cela, on rencontre pas mal d'articles de presse faisant part d'écoles qui se sont lancées dans des projets avec sur la robotisation notamment. Et donc, notre référentiel, il est là. Je ne peux pas quantifier. Est-ce qu'il représente 70-80% du temps d'apprentissage et puis laissons la liberté d'aller plus loin dans un domaine ou l'autre durant les 20% restants? C'est difficile d'axer cela. Et puis, je rappelle que le contexte de l'heure de numérique, ce n'est pas énorme. C'est pas énorme. La sécurité. Donc, ça, je pense l'avoir dit clairement, le pourquoi P6, P1. Il ne veut pas dire que l'on ne rencontre pas cela avant, mais sur voilà, des gestions, comment créer un mot de passe. Le 4.0, on le rencontre encore très, très souvent. Effacer ces fichiers personnels. D'aucuns parmi vous me diront peut-être, ben oui, le meilleur moyen d'effacer un dossier ou un fichier, c'est le marteau et l'enclume. Oui, tout à fait, mais n'empêche qu'au-delà de cette méthode radicale du marteau, il y a, voilà, est-ce qu'on a bien effacé son historique, comment élimine-t-on certains éléments, même si on sait que notre image numérique, elle est infecte. Comment réagir face à des situations de cyberattaque, de cyberharcèlement, cybermanipulation. Avoir un comportement responsable. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je pense avoir tout présenté dans le cadre du référentiel. Je sais que c'est une présentation succincte. Hein, ce référentiel fait une centaine de pages. Il est davantage limité à une rencontre, à une ouverture. Vous avez le document. Et j'ose espérer que cette petite mise en bouche orale, hein, en visio, vous aura convenu. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour commencer, un petit mot sur la gestion des questions-réponses. Alors, tout d'abord, vous dire que voilà, on les a traitées pendant ce petit moment de pause, mais là, on ne pourra plus traiter les nouvelles qui arrivent. Donc, malheureusement, si vous les envoyez maintenant, ce ne sera pas possible de les traiter. Alors, tout d'abord, vous dire que nous avions reçu des questions avant le webinaire et j'en profite pour remercier celles et ceux qui ont fait ce travail en amont. Parmi les questions reçues au préalable, Jean-Luc Roland a répondu à certaines d'entre elles pendant l'exposé, donc lors de la première partie. Et pour celles qui n'ont pas encore été traitées lors de ce webinaire, je vais tout de suite donner la parole à Geoffroy Leclerc pour qu'il puisse apporter des réponses à ces questionnements. Du coup, Geoffroy, à toi la parole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je pense que voilà, pour me présenter, mais je pense que ça a été fait. Mais donc, je coordonne effectivement la mise en œuvre du tronc commun. Je travaille à la direction générale du pilotage du système éducatif, donc à l'administration. Et alors, effectivement, je vais démarrer un premier round de réponses à des questions parce que, en fait, on a constaté que pas mal des questions qui nous ont été transmises, en fait, sont des questions qui, quelque part, portent
en commun donc sur le profil des futurs enseignants qui seront en charge de cette formation liée donc à ce référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique. Et donc des questions qui portent aussi donc à la question des titres et fonctions et évidemment à la formation initiale des enseignants. Donc je ne vais pas en fait ici vous lire les questions reçues. Voilà, de nouveau, je le répète, elles sont convergentes et c'est évidemment tout à fait légitime. Simplement, ce qui se passe, c'est que ce sont des questions auxquelles il ne nous est pas facile en fait de répondre encore précisément à ce stade, étant donné, bon, je vous apprends rien, vous savez évidemment que la réforme de la formation initiale a été postposée, et vous le savez, je suppose aussi, il y a toujours des discussions en fait en cours autour de cette réforme au niveau du gouvernement. Et donc, du coup, plutôt que de vous donner des informations approximatives, je préfère ici, en fait, vous renvoyer vers le cabinet Glatini. Et donc, ici, ce n'est pas quelque chose que je dis en l'air, hein. Je me suis concerté en fait avec le cabinet Glatini pour vous donner cette information. Et donc, ce que on peut vous conseiller de faire, c'est de prendre directement contact avec le cabinet. Et je vais vous donner le courriel en fait d'une personne que vous connaissez peut-être, qui a été une actrice de l'IFC pendant longtemps et qui travaille au cabinet Glatini et qui est donc Anne Ichter, et donc qui, je m'en suis entretenu avec elle, qui est bien disposée à, je dirais, recevoir vos questions et probablement organisera-t-elle à ce moment-là une réunion Zoom spécifique pour justement traiter ces questions et vous apporter les réponses les plus actualisées. Et donc, je vous donne son courriel. Donc, c'est anne.ichter. Ichter, c'est H-I-C-T-E-R. Donc, anne.ichter, arrobase, gov, cfwb.be. Donc je répète, anne.ichter@gov.cfwb.be. Comme cela, je pense que vous serez, je dirais, vous sonnerez à la meilleure porte pour avoir les informations les plus actualisées sur l'état du processus et aussi bien sûr faire part soit voilà, de vos attentes, éventuellement de vos inquiétudes, de vos appréhensions. Encore une fois, on peut bien comprendre, hein, on est sur un champ d'apprentissage qui est assez, malgré tout, qui est assez novateur. Donc voilà, on est bien conscient que ça génère évidemment des interrogations, mais là, je pense que c'est la meilleure façon d'avoir des réponses vraiment les plus fiables possibles, c'est de procéder de cette manière-là. Merci Geoffroy. Alors, nous allons à présent passer aux questions reçues donc, pendant ce live. Alors, nous avons reçu quelques questions sur des aspects très généraux ou parfois sur des points plus précis du référentiel. Alors, donc, sans plus tarder, je cède la parole à Jean-Luc Roland. Oui, voilà. Et vous m'excuserez durant ce moment de questions-réponses par rapport à certains moments de perte de focus visuel, puisque ces éléments se trouvent sur un écran voisin de ma webcam. Voilà, ce n'est pas un manque de courtoisie, c'est un petit souci technique. Voilà. Alors, une des premières questions générales, et je le conçois, et on a eu ce souci naturellement, c'est le nombre important de manières. Et donc, un des participants signale que est-ce possible de ne pas faire de superficiel avec des matières aussi multiples. Vous comprenez bien que ça a été un de nos soucis, mais il nous a été très délicat de soustraire certains éléments. Nous avons vraiment tenté de garder tous les éléments qui nous semblaient vraiment que l'on ne pouvait pas supprimer. Et c'est vrai qu'on va passer de l'alimentation à l'habitat, à l'horticulture, sur si peu de temps. Et c'est vrai, oui, en effet, c'est superficiel, mais je rappelle que ce tronc commun a pour but d'éveiller des sensations, d'éveiller chez l'étudiant, d'émoustiller, je ne sais pas le terme que l'on peut utiliser, et lui donner déjà une première approche
qui lui permettrait d'avoir cette envie, cette idée de se diriger vers une autre formation par après. Donc ici, l'objectif du tronc commun n'est certainement pas professionnalisant. Donc oui, il y a une superficialité, tout à fait. Et en effet, une certaine humilité. Alors, il y a donc dans les éléments, je vois, donc c'est ça que je vous quitte. À l'heure où une ampoule est numérique, pourquoi avoir dissocié les objets technologiques du numérique? De nouveau, on s'est posé la question, c'était délicat, mais on a quand même fait ce choix-là parce que, exactement, des objets comme les ampoules, certains capteurs, etc., ben, on l'a lié davantage vers l'objet technologique, mais il n'empêche que dans le cadre des apprentissages menés pour les objets technologiques, on aura cette vision du numérique. Et c'est sûr que vous parlez de la lampe numérique, mais si elle fonctionne grâce notamment soit par Bluetooth ou par Wi-Fi pour pouvoir changer la couleur, mais il y aura cette notion de je configure mon objet technologique et donc je ferai appel à un vocabulaire numérique. C'est tout à fait logique. J'ose espérer, mais ce n'est pas écrit tel quel dans le référentiel. On entend plus que souvent parler des cyberattaques via les objets connectés, mais ça sera important de montrer que, au niveau de la sécurité, que si on se méfie, si on fait de plus en plus attention lors de l'utilisation d'ordinateurs, de smartphones à se protéger, mais que l'on doit se protéger également quand on utilisera une machine à café qui est connectée ou un réfrigérateur qui est connecté et savoir que par là aussi on peut avoir une cyberattaque. Donc c'est dans ces cours, tout est lié. Je prends l'exemple aussi des objets technologiques, réalisation d'objets technologiques avec un ou plusieurs capteurs. Mais c'est sûr que si on peut avoir des capteurs qui fonctionnent numériquement ou si la liaison entre le capteur et le système de fonctionnement est numérique. Donc oui, le numérique sera utilisé dans l'objet technologique, mais on a préféré inscrire cela dans l'objet technologique parce que globalement, dans l'ensemble du cursus, il y avait davantage d'éléments qui n'étaient pas liés à la numérisation. Souvenez-vous de la présentation il y a quelques minutes avec la création d'un objet technologique qui est un objet qui permet de mesurer. Pensons également qu'il y aura la création d'objets technologiques liés aux machines simples, sans utilisation du numérique vraiment. Donc, oui, on pouvait faire ce choix-là, mais voilà, si les référentiels ont pris 2 ans pour être rédigés, c'est parce qu'il y a eu toutes ces réflexions qui peuvent être complexes, en effet. C'est de nouveau, on voudrait être peut-être manichéen, bien, pas bien, mais c'est pas possible. Il a fallu faire des choix et à vous de choisir, est-ce qu'on a pris le meilleur ou le moins pire? Ça, c'est à vous, je vous laisse dans vos réflexions. Alors, oui, Eloi, par rapport aux élèves qui n'aiment pas l'école, me signale un participant, ne doit-on pas surtout faire des actions concrètes? Mais j'osais espérer que dans mes propos, j'en avais parlé suffisamment et que c'est au travers d'actions concrètes que l'on va maîtriser, que l'on va découvrir l'objet technologique, qu'on va découvrir le matériau, qu'on va découvrir des techniques, etc. C'est vraiment notre souhait. On souhaite vraiment un cours où il y a des actions concrètes. Et je comprends, madame, monsieur, qui signale que jointoyer un mur sans aligner des blocs n'a pas de sens. De nouveau, je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. Mes images, j'ai souvent un discours imagé, et peut-être que mes images n'ont pas été claires, et j'ai parlé tout à l'heure que l'idée n'est pas de construire un mur de 10 mètres sur 3 mètres de haut, mais c'est sûr que jointoyer la parole en l'air, non, ce n'est pas possible. Et donc, oui, on peut manipuler le matériau de construction. On peut rencontrer aussi le jointoiement à travers d'autres activités. Et c'est là, je pense, notamment, j'ai parlé
de ce rapport entre certains cours, notamment formation manuelle technique technologique et les matériaux et les cas. Le jointoiement peut se rencontrer notamment aussi dans la réalisation d'éléments de mosaïque. Le jointoiement, on ne se limite pas au jointoiement de blocs de briques, mais si on veut rencontrer, si on veut manipuler le bloc, la brique, il n'y a pas de souci. Je prends un autre exemple. Je parlais un moment de jardins suspendus dans les cours de récréation, des jardins suspendus de 1 mètre carré. C'est vrai que bien souvent, on utilise le bois. Personnellement, quand j'étais encore enseignant, j'avais réalisé ces jardins suspendus avec des élèves de 5e, 6e avec des blocs. Ils ont dû monter leurs blocs, ils ont dû jointoyer. Ce n'était pas un résultat parfait. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais dans le référentiel, ça apparaît à un moment. On ne demande pas la perfection chaque fois parce que ce n'est pas toujours possible. On est en phase d'apprentissage. Mais donc, on peut rencontrer. Et donc, le jointoiement, même s'il est prévu en S3 là, j'ai pu le rencontrer dans ma vie professionnelle en P4, P5, P6 avec la création de jardins suspendus en bloc. Donc, c'est possible. Donc, ici, ce référentiel, il se veut le plus général possible, mais c'est sans compter sur l'ingéniosité des enseignants. Et alors, en effet, c'est la même personne qui me signale que ma petite anecdote sur le carburateur, c'était bien le bain, mon carburateur dans un bain d'essence, ce n'était pas à l'école, c'était à titre privé. Et je fais partie de cette génération, puisque monsieur signale que c'est dangereux et dommageable pour la santé. Je fais partie de cette génération d'étudiants qui, en primaire, avaient pour tâche de vider le cendrier de l'enseignant. Donc voilà, heureusement, notre société évolue et nous n'avons plus cela. Donc, c'était anecdotique. Bien. Des questions aussi sur quel est l'enseignant suffisamment polyvalent dans des matières techniques qui pourra passer de la cuisine, de l'agronomie au bâtiment et du travail du bois et du métal. C'est clair que, et ça je reviens un petit peu, je reviens sous les propos de monsieur Leclerc, c'est ce qui se réfléchit à l'heure actuelle au gouvernement. Qui seront ces personnes qui vont... qui va-t-on former? Quel titre va-t-on créer par rapport à cela? Le gouvernement est bien... Enfin, le politique, pardon, est bien au fait de ces difficultés. Mais là, je n'ai guère de pouvoir par rapport à cela. Maintenant, je pense que j'en parlais tout à l'heure, me semble-t-il, chez les enseignants du primaire, le côté généraliste existe clairement, hein, et c'est une des grandes difficultés du métier. C'est une des grandes difficultés. Et je sais, et je suis sûr et certain que oui, tout le monde ne peut pas être en même temps un parfait cuisinier, être en même temps un excellent horticulteur et en même temps mécanicien et autres. Mais c'est là qu'il faudra penser aussi sur les différentes équipes éducatives, et là je reviens notamment par rapport aux primaires, les classes sont là, les titulaires de classes sont là, mais on peut imaginer justement dans le travail collaboratif des échanges entre titulaires. Et par rapport, c'est sûr, par rapport au secondaire, là, les titres et fonctions, quels seront les attendus? Voilà, nous attendons. Je sais que ça peut être frustrant comme réponse, je m'en doute. Alors j'ai une question, un savoir mis en avant en P3, composante organique. Comment être sûr que l'on ne va pas qu'on va pas passer à côté du fait, louper la compréhension par l'élève de composante organique. Alors là, c'est assez simple. Dans la colonne, dans le référentiel, il y a des éléments qui concernent l'enseignant. Et donc ici, quand on parle de composante organique au niveau de la 3e primaire, on ne traitera pas de composante organique avec l'élève. Quand on prend cette page de référentiel, on signale bien qu'il rencontrera avec l'élève des termes tels que substrat, semence, plant, racine, bulbe, mais on ne traitera pas, on ne dira pas des élèves de P3, ah, aujourd'hui, les composantes organiques. Non, ça c'est un vocabulaire, ça a été une façon pour nous
de rassembler sous un même terme différents éléments. Mais avec les enfants, on parlera, avec les élèves, pardon, on parlera bien, tiens, on découvrira le bulbe, pardon, la racine, mais on ne va pas traiter de ceci sont des composantes organiques. Parce que vous avez tout à fait raison dans votre remarque, on risque de faire des dérapages avec des raccourcis. C'est ce que l'on rencontre souvent, c'est bien souvent la difficulté dans l'école, c'est de devoir aborder des termes, des notions, des concepts scientifiques et de tenter de les vulgariser. Et on sait que parfois la vulgarisation amène à l'erreur scientifique. Et donc voilà, ici par rapport à la composante organique, on n'utilise pas ce terme chez les plus jeunes, mais c'est le vocabulaire qui est lié. Et ça, ce vocabulaire, il nous semble qu'il est accessible, hein, le terme de semence, de plant, racine, comme je venais de le dire. Alors, en effet, une autre personne signale qu'il n'y a pas trop de lien explicite dans le référentiel entre le référentiel science et le référentiel formation manuelle technique technologique. Ici, en effet, dans le référentiel, il y a quelques éléments qui sont repris. En fin de référentiel, il y a des croisements qui sont proposés. Ce sont quelques croisements. Vous imaginez bien que si on avait compilé de manière exhaustive tous les croisements possibles, nous aurions eu des référentiels, un référentiel de formation manuelle technologique de 200 ou 300 pages, et si, pour l'ensemble des référentiels, on aurait eu une quantité inimaginable d'éléments. Je me permets de rappeler mes propos tout à l'heure, où la transversalité, et notamment le travail collaboratif, vont devoir être plus importants. Et c'est sûr, et souvenez-vous également de mes propos, où planter un haricot, ce n'est pas un travail horticole, mais il faut aller un peu plus loin. Mais c'est sûr que si on plante, si on réalise une jardinière, si on plante différents éléments, si je parlais de jardin suspendu, si on est dans la réalisation d'un parterre de plantes aromatiques, ce serait malheureux de passer à côté du fait qu'une plante se reproduit, hein, que la plante germe, qu'il y a des racines, on va développer tout cela. Dans d'autres espaces, je peux imaginer que rencontrer un drageon, rencontrer un bouturage, etc. Oui, allons là-dedans et rencontrons la reproduction de la plante, hein, ce qui se développera au niveau des sciences. Mais c'est sûr que ce serait malheureux de découvrir la reproduction d'une plante ou le schéma de la plante dans un bouquin, page 23 en sciences, alors qu'en franchissant la porte de l'école et en allant près du jardin suspendu, près d'une jardinière ou près d'un art de terrain, on a de visu ces moments de vie scientifiques. Mais nous n'avons pas pu tous les compiler parce que c'était ingérable, c'est ingérable. Alors, pom. On va passer. Une personne est surprise par l'approche invariante du numérique, signalant qu'elle est peu adéquate, voire même pas du tout adéquate. Comme on le disait tout à l'heure, ça a été un de nos soucis. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Nous avions même parlé, nous avons tenté de faire passer l'idée en son temps d'un référentiel numérique qui serait numérique et donc qui évoluerait au fil du temps. Maintenant, ce n'est pas possible, en tout cas à l'heure actuelle. Pensez bien que par rapport à ce référentiel qui est en voie de rédaction depuis 2 ans, depuis que nous avons terminé notre groupe à tâches et notre moment de rédaction, il y a déjà eu 2-3 mois de première lecture au gouvernement, deuxième lecture gouvernement, troisième lecture gouvernement, passage par le Conseil d'État, ça doit passer par le Parlement, ça ne sera voté que logiquement juin ou septembre. Donc, avoir un référentiel numérique qui ne se situe pas de manière assez invariante, qui tente l'invariance, le côté politique et le côté officiel de la chose fait que voilà, ça coince. Donc, oui, c'est peut-être de nouveau frustrant d'utiliser ce mot-là, mais par rapport à un outil qui évolue tout le temps, la rédaction des référentiels n'est peut-être pas aussi rapide que l'évolution numérique.
Alors, à l'instar de la France, où on signale 2 heures semaine de numérique en quatrième, cours, voilà, beaucoup plus d'heures de cours de numérique, d'informatique en France notamment. Oui, tout à fait. C'est de nouveau rappel de ce des propos qui ont pu être tenus tout à l'heure. C'est pas beaucoup. Repensons à notre grille horaire. Est-ce qu'une heure de numérique en deuxième secondaire, troisième secondaire est suffisant pour le nombre d'apprentissages qui pourraient être mis en place? On le sait, c'est frustrant, mais je le disais également, hein, on veut que nos petits citoyens soient de parfaits bilingues. Est-ce que 2 heures de cours de langue moderne, c'est suffisant? Et je peux rentrer dans beaucoup d'autres points comme cela. Est-ce que par rapport à un apprentissage du français qui est souvent parfois limite pauvre, est-ce que 7 heures suffisent, qu'il ne faudrait pas plus, etc., etc. Voilà, 28 heures de cours et 28 heures de cours en primaire, 32 heures de cours en primaire et des apprentissages qui sont tellement vastes. Tout à fait. Je pense que j'ai balayé l'ensemble des questions qui m'étaient arrivées. Je refais le tour. Oui. Voilà. J'ose espérer que, enfin, je ne demande pas ce que, j'allais dire, j'ose espérer que mes réponses vous ont convaincu, mais ce n'est certainement pas l'objectif, mais j'ose espérer qu'elles éveillent un moment de réflexion supplémentaire. Voilà, merci beaucoup. Les prochaines dates de webinaire pour les 5 prochains référentiels. Donc, on fait une petite pause pascale et on reprend le 23 avril avec l'éducation culturelle et artistique. Donc, pour ces 3 prochains webinaires, nous allons vous envoyer une invitation très prochainement. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour vous inscrire à notre newsletter. Je vous rappelle qu'on va vous envoyer très prochainement le replay de cette présentation. Elle sera présente sur le site de la cellule d'appui qui est présente ici, rfie.rs-ac.be. Et nous vous enverrons aussi très prochainement l'évaluation de chacun de ces 4 premiers webinaires. Et donc, c'est important pour nous parce que nous entendons qu'effectivement, ces premières présentations sont je pense, un retour positif, en tout cas, venant de notre part, enfin, arrivant à nous plutôt, pardon. Mais par contre, on entend aussi un besoin d'approfondissement. Et donc, il est absolument essentiel pour nous de savoir qu'est-ce que ça veut dire un approfondissement de ces référentiels, sur le quoi, avant de passer aux commandes des programmes, quels sont les éléments d'approfondissement que vous avez besoin d'avoir. Et donc, c'est important de prendre le temps de répondre à ces évaluations et de donner ce feedback pour justement voir de quelle manière et éventuellement, et ça ne dépend pas que nous, c'est une collaboration avec l'enseignement obligatoire, comment on peut satisfaire à ces différents besoins. Voilà, je vous remercie pour ces différentes questions et réponses que vous avez posées. J'espère effectivement, mais comme l'a dit Jean-Luc, que ça a permis de clarifier et, comme le dit Jean-Luc, non pas de convaincre, mais de clarifier ces éléments. Voilà. Nous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt pour les prochains webinaires.